Bonjour les amis, 15h pile, j'avais pas prévu de faire un live, mais, l'actualité avançant très vite, j'ai été averti par un de mes amis qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale était auditionné Damien Cuillère, président, patron du Pass Culture. Pass Culture. La culture qui passe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qui est ce monsieur et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, très brièvement, de cette oligarchie en marche, mais qui était un peu à l'arrêt, mais qui se retrouve toujours marchant dans les pas des uns des autres. Et c'est toujours un peu les mêmes personnes que l'on retrouve. Cette petite oligarchie qui met la main sur un certain nombre de responsabilités, de fonctions, avec des salaires toujours mirobolants, avec de l'argent qui appartient aux Français. Alors vous avez vu, j'ai fait un petit appel, j'ai fait une brève parenthèse sur les policiers, etc. Je dis aux policiers, baissez vos boucliers, puisque j'ai vu qu'ils entraient, qu'ils voulaient se mettre en grève, etc. J'ai vu les commentaires, je vous rassure, je ne suis pas naïf, je n'y crois pas beaucoup, mais au moins on aura essayé. Et je rencontre beaucoup de policiers depuis un an, surtout ces derniers mois, qui sont fatigués, qui sont harassés, qui en ont marre, qui ont conscience aussi d'être utilisés contre les citoyens. Je ne sais pas s'ils iront au bout, s'ils auront le courage de baisser leurs boucliers et leurs armes. Je n'y crois pas beaucoup, mais je trouve que ça valait la peine, au moins en tout cas, de leur dire que s'ils baissaient leurs boucliers, ils seraient acclamés par la population, qui n'en peut plus non plus, et ça serait un bon moyen de se mettre autour d'une table et de discuter. Bon, je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois, 2-3 fois, de cette chaîne magnifique de toutes les diversités, numéro 23, qui était d'abord Taisez-vous la télédiversité. Je vais vous raconter à nouveau cette petite histoire de manière synthétique. Puis numéro 23, aujourd'hui, RMC Story. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui n'était pas encore une autorité administrative indépendante, lance un appel à candidature pour les 6 dernières chaînes de la TNT. On décide d'y participer, etc. Je me rends compte que dans cet appel à candidature, les candidats, les lauréats étaient déjà désignés et que cet appel était bidon, complètement vicié, complètement mafieux. C'était une escroquerie. Donc en fait, ils ont lancé un appel à candidature. Il y avait 34 dossiers qui ont été déposés. Nous étions en octobre 2011. Et en fait, les 6 chaînes étaient déjà élues. C'est pas magnifique, c'est pas extraordinaire. Mais j'ai quand même décidé de continuer à faire comme si, à jouer un peu les candides et les idiots. Je suis allé au bout du processus et effectivement, les chaînes ont été déjà attribuées. Alors, dans toutes les chaînes qui ont été attribuées, il y a quelque chose d'intéressant. Numéro 23 a été attribué à une personne physique, lobbyiste de M. Moujotte, alors en place à TF1, qui faisait des dîners mondains, n'est-ce pas, comme on peut le retrouver. C'est un certain nombre comme ça, de lobbyistes qui sont à mi-chemin entre le public, le privé, qui sont dans la confusion absolue des gens, et qui se nourrissent des subsides d'État, de notre argent à tous. Qu'est-ce qu'il a eu, ce monsieur ? Il a eu une idée lumineuse, puisque la mode était à la diversité, n'est-ce pas, parce qu'il faut additionner comme ça les communautés. Et donc il s'est dit, étant moi-même, il s'est dit, je suis homosexuel, les homosexuels sont vilipendés, on les aime pas en France, ils sont martyrisés, donc je vais faire une chaîne pour les homosexuels, mais comme j'ai un grand cœur, je suis blanc, j'ai plus de 50 ans, je suis homosexuel, mais je vais faire aussi une chaîne pour les Arabes, les Noirs, les lesbiennes unijambistes, les handicapés. Je vais additionner comme ça les communautés et je vais faire la chaîne de la diversité, puisque c'est le cheval de bataille du CSA, bref, une arnaque. Mais une arnaque sophistiquée. Allez attaquer quelqu'un qui fait une chaîne sur la diversité. Si vous dites ça, on va vous dire, mais tu es raciste, tu es islamophobe,
tu es antisémite, je sais pas quoi, hein, tu es contre les handicapés, homophobe, etc., etc., etc. Donc, finalement, cette chaîne est attribuée. Il met 10 000 euros, ce monsieur, 10 000 euros en tout et pour tout. Il fait des primes d'émission, il se réunit entre lui et lui-même. Et de 10 000 euros, ça passe à 18 millions d'euros, puis à 52 millions d'euros. Et puis, il n'exploite pas sa chaîne, pas de masse salariale, pas d'employés. Il nomme, et c'est là où je vais en venir, Damien Cuillère, je vous dirai qui c'est après, ancien directeur général chargé de la gestion des finances et des ressources humaines à France Télévisions, en tant que directeur général de la chaîne. Pas de programme, pas de masse salariale, et ils sont allés chercher comme ça des programmes sur Internet où on avait, n'est-ce pas, la diversité. C'était des gens qui maquillaient d'autres gens et qui avaient des animaux totems. Alors on maquillait les gens qui avaient une tête d'oiseau, alors on les maquillait en oiseau. Puis on maquillait des gens qui avaient plutôt une tête de loup, alors on les maquillait en loup. Et puis on faisait des émissions sur le grand complot des humanoïdes, les hommes lézards qui descendaient sur Terre, tout ça au nom de la diversité, bref, une escroquerie. Alors, donc, cette chaîne, je me suis battu contre, j'ai dénoncé cette vaste escroquerie. Elle a été voulue par M. Sarkozy, cette chaîne. On m'a fait rencontrer un certain nombre de personnes, dont Patrick Buisson, conseiller de M. Sarkozy à l'Élysée, donc Annie Pascal, conseiller de M. Sarkozy à l'Élysée. Et j'ai dit, mais il n'y a pas un CSA. Il n'y a pas un CSA. Il dit à ces messieurs qui est une autorité quand même, le gendarme de l'audiovisuel, qui est chargé de distribuer les chaînes, et de la bouche même de M. Patrick Buisson, président lui-même de la chaîne Histoire du groupe TF1, m'a dit, le CSA, ça n'existe pas. Quand le président de la République dit quelque chose, le président du CSA écoute et s'exécute. Donc cette chaîne a été offerte à ce monsieur qui ne l'a pas exploitée. Et je me suis dit, il y a un petit problème. Comment? Puisqu'on le sait, pour ces chaînes, même si c'est des chaînes sur la TNT, l'autorisation est une autorisation publique, c'est-à-dire elle est donnée en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État, de notre argent, et on paye des redevances pour ça. Et donc, en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État, on se doit d'exploiter une chaîne. Cette chaîne n'a pas été exploitée. Et, miracle des miracles, il fallait trouver un acheteur. Et cet acheteur était M. Alain Veil, patron de BFM et de RMC, qui lui-même, oh extraordinaire, revendra son groupe, lui qui était indépendant, à M. Patrick Drahi, patron d'SFR et d'Altis. Donc cette chaîne qui n'a jamais été exploitée, où les gens ont mis, où Pascal Ouzelot donc, a mis 10 000 euros, alors qu'il avait déjà planté Pink TV dans une énorme escroquerie et magouille, j'y reviendrai un jour dans le détail. Cette chaîne a été portée par tout le CAC 40, Arnaud, Naouri, donc Casino, Biard, enfin il y avait à peu près toutes les têtes de proue du CAC 40 qui ont fait du portage, qui ont accordé des crédits, qui ont payé les pertes, mais aussi la première fortune britannique, un ouzbéco-russe du nom d'Ousmanov, bailleur de fonds du club d'Arsenal, ancien patron de Gazprom, excusez-moi du peu, qui était dans l'énergie, et aussi l'émir du Qatar, M. Al-Thani, qui a versé plusieurs millions d'euros, ami personnel de M. Sarkozy. Et donc cette chaîne qui n'avait ni programme, ni masse salariale, pour laquelle son président et propriétaire, qu'a nommé Damien Cuillère, directeur général, a pu se revendre après avoir investi 10 000 euros, 90 millions d'euros qui ont été volés aux Français. Et donc, je me souviens, moi, le fameux jour du lancement, le 12-12-12, c'était à 12h12, vous voyez, où vont se loger les petits détails comme ça, cette espèce de coquetterie voulue par M. Boyon, ancien président du CSA, ancien directeur de cabinet
de M. Raffarin, lorsqu'il était Premier ministre, donc ancien directeur de cabinet à Matignon. J'ai retrouvé tout ce monde-là dans la télévision et au CSA, offrant des chaînes de télévision. Et je me suis retrouvé donc ce 12-12-12 à 12h12 à la question de l'Assemblée nationale pour le lancement de ces chaînes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait le patron de la pub de TF1 à l'époque qui avait lancé, qui avait fait un petit exposé sur la publicité à la télé, etc. Et dont on découvrait en fait que cette chaîne numéro 23 était vendue et commercialisée par TF1 comme une mini-généraliste, alors que c'était interdit par la loi et par le CSA, et une mini-généraliste axée sur les séries TV, alors qu'on nous l'avait vendue, et c'est comme ça qu'elle avait obtenu l'autorisation, comme une chaîne culturelle axée sur la promotion de la diversité. Alors j'ai demandé au patron de TF1, de la publicité, j'ai dit, mais excusez-moi monsieur, moi je suis annonceur, je paye pourquoi sur le site de TF1 que je viens de lire, vous faites la promotion de cette chaîne comme étant une chaîne mini-généraliste axée sur les séries américaines, etc. Et vous venez de nous l'exposer comme une chaîne qui est culturelle, axée sur la diversité. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Alors, je vais venir ensuite au Pass Culture, parce que c'est quand même extraordinaire, toujours les mêmes personnes. Alors, qu'est-ce qui m'a été répondu? Il y avait M. Boyon, donc président du CSA, M. Franck Riester, actuel ministre de la Culture, ami proche de M. Pascal Ouzelot, qui s'est battu pour cette chaîne, parce que voilà, il s'est battu, parce que c'était important d'avoir une chaîne sur la diversité, une vraie belle escroquerie d'État. Et donc, on m'a dit, mais monsieur, il est de bon matin, vous n'avez pas mal digéré, vous avez mal dormi, attendons de voir ce qu'est cette chaîne, et après vous pourrez juger. On a vu, cette chaîne c'était rien du tout. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est une bonne affaire. 100 millions d'euros, 90 millions d'euros volés aux Français. Monsieur Damin-Cuillier était donc, ou Cuillère, je ne sais pas comment on prononce, directeur général chargé de la gestion des finances, des ressources humaines dans le groupe France Télévisions. Il travaillait avec Camille Pascal, je reviendrai sur ce monsieur, sous l'autorité de Patrick de Carolis, et avec qui, donc c'était évidemment avec Big Malion. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est des gens qui faisaient des affaires, puisque monsieur Damien Cuillier était un proche de monsieur Copé aussi, qui faisait des affaires avec Big Malion, qu'on ne présente plus. Donc cette chaîne, qui n'avait pas d'existence réelle, même si elle avait une existence légale, a été revendue, et les gens l'ont exploitée, n'y faisaient rien de particulier, prenaient des salaires conséquents, et l'ont revendue. Et donc, monsieur Riester était là, ministre de la Culture, Camille Pascal qui avait fait cause pour cette télé, monsieur Boyon qui disait c'est extraordinaire, tout ce petit monde à l'Assemblée nationale se tutoyant à la question de l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le nouveau président du CSA, monsieur Olivier Schramek, pour lui dire c'est une magouille. Il m'a dit oui, c'est une magouille. Je le tiens de sa bouche. Vous pouvez regarder tout ça dans la presse. Vous tapez Schramek, Nouvelle Obs, vous aurez à peu près tous les éléments. Ce monsieur, il me dit, monsieur Ouzelot, est un nègre fin. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Le CSA retire l'autorisation d'émettre de cette chaîne en disant c'est une magouille, vous avez non seulement pas respecté vos obligations, etc., mais vous l'avez obtenu dans des conditions un peu rocambolesques. Un recours est lancé, gracieux, il n'est pas retenu, et voilà que ils vont au Conseil d'État, c'est normal, ils essaient de se défendre. J'obtiens de la commissaire du gouvernement, enfin la rapporteure publique, une certaine Laurence Marion, un rapport magnifique et tout à fait remarquable sur le fond de l'affaire, et qui conclut elle-même au maintien du retrait de l'autorisation de la chaîne pour
je ne rentre pas dans les détails, un certain nombre d'escroqueries, de magouilles et la volonté manifeste de se soustraire à un examen, puisqu'il y avait un pacte d'actionnaires qui était frauduleux, qui faisait intervenir un certain nombre notamment M. Ousmanoff, et avec une convention, c'est assez complexe, mais une convention en miroir, qui reprenait complètement le pacte d'actionnaires fallacieux. Et donc, on s'est vite rendu compte que cette chaîne a été uniquement donnée pour faire du fric, pour être une martingale extraordinaire, être revendue au bout de 2 ans et demi, et enrichir, et faire sans doute un peu de financement au passage, et enrichir ceux qui avaient eu le loisir d'obtenir cette chaîne alors qu'ils n'avaient pas un rond et qui n'avaient aucun projet. Donc 90 millions volés aux Français. Et donc ces gens-là qu'on retrouve, Camille Pascal, Franck Riester, Pascal Ouzelot, qui était proche de Juppé, puis proche de Chirac, puis proche de Sarkozy, puis proche de Hollande, et puis aujourd'hui proche de Macron, qui fait des dîners extraordinaires dans son loft du quai Henri IV à Paris, où tout Paris se bouscule, où tout Paris vient se congratuler, acteurs, patrons de chaînes et de médias, journalistes célèbres, membres du Conseil d'État, etc., grands chefs d'entreprise. Tout le monde vient, les magistrats, et tout le monde trouve ça tout à fait normal d'être dans cette confusion des genres. Ah, comment vas-tu? Je t'ai vu dans ton dernier film, c'est extraordinaire, etc., etc. Et donc voilà que ces gens-là, on dit, bon, ben, ils vont disparaître, ils ont fait ils ont roulé les Français. Donc j'ai une commission d'enquête extraordinaire, commission d'enquête qui a bien travaillé, qui a fait un rapport, vous le trouverez sur Internet, sur les chaînes de la TNT, dont le rapporteur est un député courageux qui s'appelle Marcel Rogemont. Je vous invite à lire ce rapport de 250 pages au vitriol. Donc il ne s'est rien passé après. Le parquet financier qui m'avait entendu pendant 4 heures a été saisi, etc. Il a rendu finalement un non-lieu, a classé l'affaire plutôt. Donc j'ai dû relancer l'affaire avec un juge d'instruction, puis un deuxième juge d'instruction. Je n'en dis pas plus. Cette affaire est toujours à l'instruction. Je ne demande rien pour moi, je ne demande rien pour nous, mais que ces 90 millions soient rendus aux Français. Donc l'affaire est toujours à l'instruction. Alors, on retrouve toujours, on peut se dire, chez ces gens-là, vous savez, monsieur, on ne pense pas, on compte. Et oui, ils comptent ces gens-là, et il faut compter avec eux, puisqu'on le retrouve, ce monsieur, Damien Cuillère, dans cette fameuse escroquerie encore, qui est le pass culture, avec un budget faramineux, des salaires mirobolants, et un démarrage pour le moins poussif. C'était la mesure phare du programme de M. Macron. Ça ne démarre pas. Et aujourd'hui même, 2 de ses dirigeants sont auditionnés par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Alors vous savez, le Pass Culture, c'est cette application qui, comme les chèques cadeaux, a pour but d'offrir 500 € à chaque jeune Français de 18 ans pour qu'il aille au théâtre, au concert, au cinéma, qu'il achète des livres ou de la musique. Et donc c'était en bonne place dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors, une expérimentation qui a commencé en février 2019 dans 5 départements français. Et donc il y a eu un premier rapport de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, salut Visantin, le 24 octobre, et seule la moitié des jeunes concernés par le Pass Culture a demandé à en bénéficier. Alors, surtout, en 5 mois en moyenne, 100 € seulement ont été utilisés sur les 500 € disponibles. Donc, en tout, à peu près 440 000 € avaient été utilisés en juin, et alors qu'au budget 2019 avait été prévu 29 millions d'euros. Bref, je ne vais pas aller trop dans les chiffres. Un flop total et absolu. Donc en septembre de cette année, l'expérimentation a été élargie à 9 départements. Mais là encore, flop total, personne
personne ne se saisit de ce pass culture. Sur les plus de 135 000 jeunes de 18 ans qui sont potentiellement concernés par la mesure, seuls 25 000 en bénéficient, soit à peu près un peu moins de 2 jeunes sur 10. Alors, c'est un fiasco total et absolu. Alors, c'est évidemment d'abord une vision consumériste de la culture, évidemment, parce que c'est pas ça qui va inciter les jeunes à aller au théâtre, à découvrir des livres, etc. Bon, pourquoi pas. Mais surtout, ça permet de caser les petits amis, de continuer de faire les petites affaires entre amis et de s'octroyer comme ça, parce qu'on est rentré à un moment au service de l'État, de s'accorder comme ça les subsides et d'avoir toutes les responsabilités et de faire travailler les petits copains. Je vais vous dire, par exemple, j'ai noté 2-3 trucs. Alors, il y a Isabelle Giordano, je la connais un petit peu, Isabelle Giordano. Elle est issue de la société civile et elle œuvre, je dois le dire, les journalistes, elle œuvre bénévolement, Mais Damien Cuillet, ancien conseiller donc de M. Copé, ancien dirigeant de France Télévisions, ancien dirigeant de la pseudo-chaîne numéro 23, une escroquerie d'État à 90 millions d'euros, il reçoit pour cette mission fantasque, fantomatique, pour ce fiasco, 170 000 euros annuels. 170 000 euros annuels. Pourquoi ? Parce qu'il connaît bien M. Riester, qui défendait la chaîne numéro 23, parce qu'il connaît bien Pascal Louzelot, qui est le lobbyiste de service, parce que ces 10 personnes sont toujours là pour faire la loi sur la culture, parce que la culture, n'est-ce pas, c'est eux, parce que la culture, c'est un bien qu'on doit consommer, et donc on fait des petits dispositifs comme ça qui ne marchent pas, mais sur lesquels on se paye grassement, et c'est tout à fait scandaleux. Ça continue, ça fait des années, ça fait 20 ans avec Ouzo que ça continue, et même plus que ça continue avec Damien Cuillet, sous l'égide et le haut patronage du ministre de la Culture. Alors, 170 000 euros annuels pour Damien Cuillet, ancien conseiller de M. Copé. Voilà comment ça marche, la culture et la télévision française, et tout le monde le sait, mais peut-être que maintenant, moi je vais essayer d'expliquer encore une fois et de mettre en exergue tous ces dessous, cet envers du décor qui ne sent pas très très bon. Alors, ensuite, c'est pas tout, parce que le 1er novembre, on a découvert une petite société qui s'appelle Garando Consulting. Cette société, elle était chargée de trouver, en plus, des financements privés pour le Pass Culture, et là aussi, ça a été un fiasco. Ça n'a pas marché, mais pour cette simple mission de consulting complètement bidon et qui n'a pas fonctionné, qui n'a produit aucun résultat, cette société a touché entre septembre 2018 et mai 2019 651 000 euros. 651 000 euros. Et outre les 6 000 euros mensuels versés à son président, Éric Garando, voilà, pour un tiers-temps, 6 000 euros mensuels versés pour un tiers-temps, plus les 170 000 euros à M. Damien Cuillet pour le Pass Culture, qui ne fonctionne pas, qui est encore une escroquerie. Alors évidemment, plusieurs ont été sollicités au ministère de la Culture, avec ce test dans les 14 départements. Et donc, aujourd'hui, le ministère de la Culture n'a pas souhaité se prononcer. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, quand on vous dit que ça change, qu'on est dans un nouveau monde, que les choses vont évoluer, que les pratiques vont évoluer, on a eu l'État exemplaire avec François Hollande, on a l'État, je ne sais plus, le nouveau monde avec Emmanuel Macron, on a eu les nouveaux paradigmes avec Nicolas Sarkozy. En fait, ce sont toujours, encore et toujours les mêmes personnes qui s'arrogent
tous les droits et qui se distribue toutes les places. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand vous rentrez au service de l'État, vous avez un carnet d'adresse que vous faites fructifier et ensuite on nomme les copains et les coquins qui se partagent cet argent, même si ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est assez bref ce que je voulais vous dire, mais je vous incite à aller simplement, sans être un spécialiste des médias, sans être un spécialiste de la culture, sans être un spécialiste du financement de la culture en France, vous tapez simplement Passe Culture sur Internet, et puis, ou numéro 23, ou Damien Cuiller, C-U-I-E-R, ou Pascal Oslo, H-O-U-Z-E-L-O-T, ou Franck Riester, ministre de la Culture, et vous allez trouver cette oligarchie à l'œuvre, en marche, qui est en train de tout détruire, mais c'est pas nouveau en fait, mais qui se partage un petit peu les subsides, les postes et les avantages sur le dos des Français. Voilà, voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Donc ça continue. Et vous voyez, l'oligarchie, c'est ça. Parce que souvent, on explique, mais c'est quoi l'oligarchie? On nous pose des questions, mais c'est un mot valise, c'est un mot commode. Je vous donne chaque fois des exemples pour vous démontrer à quel point ce petit monde, c'est très très peu de personnes, continue comme ça. C'est main basse sur la culture, c'est main basse sur l'argent d'État, c'est main basse sur la politique. Et donc, ce qui est lésé au bout du bout, ce sommes nous, tous les citoyens et les citoyennes français. Voilà les amis, donc si vous voulez poser quelques questions, n'hésitez pas. Vaffanculo l'oligarchia e Alessandro Puccini. Va bene, parliamo. Lo posso fare in italiano la prossima volta se vuoi. Et donc je vous incite à faire des recherches. Oui, moi je suis sur la liste de tout, c'est pas grave. Je continue à faire mon travail d'information. Si vous voulez, on parle vite fait de ce qui s'est passé samedi, même si je l'ai déjà fait. Donc, vous avez vu, j'ai retweeté ce matin un communiqué de presse de la part des organisateurs de la manifestation. On est clairement dans les jeux du cirque et j'espère que la vérité sortira, parce que la vérité finit toujours par sortir. C'est combien de temps il faudra pour que je vais recevoir les constituants. Je vais les recevoir, oui. Et donc, et voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci Philomène Cotin, j'ai reçu enfin ce beau cadeau, le Don Quichotte de la Mancha, que je vais mettre chez moi en bonne place. Je prendrai des photos. Ce serait bien que la vérité sorte de notre vivant, mais le problème, voyez-vous, c'est ce que je dis toujours. Je regardais le dernier baromètre de La Croix sur notamment les médias, la perception des médias, de la politique, etc. En réalité, vous avez à peu près un peu plus des 2 tiers des Français qui continuent de s'informer par les médias mainstream, par les JT de 20h, etc. Donc on dit, mais sur les réseaux, les gens sont éveillés. Oui, mais les réseaux, c'est quoi? En proportion, moi je veux dire, ma mère, elle n'a pas Internet. Moi si, maintenant elle a Internet, mais je veux dire, elle n'est pas sur Twitter, elle regarde quelques lives, etc. La génération de mes parents, en tout cas, n'est pas complètement au fait de la modernité, des réseaux, même s'il y a beaucoup de gens qui se mettent sur Facebook. Il y a encore, même s'ils vont sur Facebook, c'est souvent pour des partages, retrouver des amis, retrouver de la famille, partager des trucs, mais pas forcément pour s'informer d'une manière tout à fait indépendante. Il faut aussi avoir les structures pour pouvoir s'informer. Et donc ça, c'est très compliqué. Voilà. Très compliqué. Et quand vous avez encore les 2 tiers des gens qui s'informent comme ça, c'est très compliqué ensuite. Regardez, on me dit aussi le référendum ADP. Mais le référendum ADP, qui le sait? J'ai fait l'expérience cette fois dans la rue. Vous dites référendum ADP, mais les gens regardent avec des yeux ronds, parce que l'information n'est pas donnée, parce que
le référendum, les modes de votation, d'inscription, etc., ne sont pas rappelés par les médias mainstream, et parce que voilà, les gens les plus éveillés, qui ont une conscience politique, qui ont une conscience que de vendre notre pays comme ça à l'encan sur les secteurs stratégiques, c'est un danger, ne sont pas majoritaires, parce que les autres, c'est pas qu'ils sont idiots, c'est pas qu'ils sont incultes, ils n'ont même pas l'idée d'avoir accès à une information alternative qui est souvent la véritable information. Voilà. Alors si avec Fiduciel on avait obtenu l'exploitation de cette chaîne, notre projet, oui, je peux vous le dire, c'était un peu ce qu'on fait déjà, ce qu'on fait aujourd'hui à la radio. Ça s'appelait de facto la chaîne documentaire et débat, la chaîne documentaire et débat. L'idée, c'était de faire des documentaires et des magazines un peu à la cache investigation, complément d'enquête, etc. Des documentaires de création français, avec des auteurs français, pour faire aussi travailler la filière du documentaire. Et chaque fois, le tout suivi de débats. Par exemple, en prime time, tous les soirs, un documentaire de création avec un débat, un documentaire sur la pauvreté, un documentaire sur la dette, sur la banque, sur l'Union européenne, sur la Commission européenne, sur les multinationales, sur la corruption dans la vie publique, sur l'écologie, sur les éoliennes. Voilà. C'était ça notre projet, et c'était un projet, je pense, d'intérêt général, et on a préféré donner ce canal à la chaîne des Martiens et des maquilleurs, et évidemment, parce qu'à la clé, il y avait une revente qui était prévue, j'ai pu le démontrer. Maintenant, il faut que la justice le reconnaisse. Et donc, comment, avec 10 000 euros, mieux que le loto, on peut faire 90 millions d'euros sur notre dos à tous. Non seulement les gens ne sont toujours pas poursuivis, mais ils sont à la tête encore d'organismes d'État, et ils sont nommés avec des salaires mirobolants, plus que vous ne toucheriez jamais dans toute votre vie de labeur. Voilà ce qu'est le système aujourd'hui médiatico-politique, comment il fonctionne. Tadi était utile à France TV. Effectivement, je regardais peu la télévision, mais c'était une émission Ce soir ou jamais que j'affectionnais particulièrement. Je connais un peu Frédéric Tadi. Et aujourd'hui, que ce soit RT France qui nous fasse la leçon, vous vous rendez compte, c'est à peu près la seule chaîne sur laquelle je vais m'exprimer. Parce que j'y suis libre. Parce que je peux exprimer sans être coupé une pensée, je ne dis pas complexe, mais dérouler un peu quelques idées. C'est quand même incroyable qu'il faille une chaîne russe pour aller s'exprimer et dire la vérité, alors qu'on a un nombre de chaînes tout à fait incalculable. Donc voilà ce que je pense de RT France. Moi, chaque fois que j'y suis allé, on y est libre, on peut s'exprimer librement. Je les ai vus courageusement, alors France Poutine, mais Comard Lebron, mais je sais pas qui tu es, toi, mais je veux dire, tu peux mettre tes tweets à 2 balles, tes posts à 2 balles, tout le monde, voilà, ok, France Poutine, tu vas dire complotisme après, tu vas dire les gilets jaunes, c'est nanana, c'est nul ce que tu fais, tout le monde rigole, allez, tu peux partir, on te regarde plus, voilà, t'as eu ton cadre de gloire, comme disait Warhol, bravo, monsieur Comard, breton, je sais pas quoi. Il n'y a pas Rasbora, là, il y en a 2 normalement, qui sont payés pour aller emmerder les gens, mais il n'est pas là, Rasbora, il est parti, il est où Rasbora? Et Comard, il est où? Ça t'a coupé la chic? T'es plus là? Eh ben c'est bon, tu peux te rebrancher sur BFM. Donc voilà les amis, donc on va rester calme, hein. On est de bonne humeur, on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus troller, on répond par l'humour. Et Thinkerview, non, il me fait la tête, Thinkerview, je sais pas pourquoi. Bon, parce qu'on m'a dit ça serait bien que tu ailles, etc. Donc il paraît qu'il ne faut pas lui forcer la main. Moi je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais forcé la main. Je trouve que mais on s'en fout des modérateurs. Les modérateurs, c'est nous. Et donc, il est déjà parti, le type. Et donc, non, mais peut-être que... Moi, je trouve qu'il fait, en tout cas, du bon boulot, Bertrand, là, avec Thinkerview. J'y passerai peut-être un jour. En tout cas, voilà. Vous voyez, dès que les gens, dès qu'on leur parle, il n'y a plus personne.
Voilà. Donc si je peux répondre encore un petit peu à 2-3 questions, encore pas beaucoup de temps, mais encore les 10 minutes. Tu t'enflammes les médias, je m'en fous, je parle pas de complotistes, je parle RT France Poutine. Eh ben c'est bien, parle tout seul. France Poutine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, ma foi? C'est tellement stupide. Donc voilà, en tout cas, je constate, alors je vais répondre quand même à ce monsieur Comard, breton, je sais pas quoi. La chaîne RT, chaîne de Poutine, chaîne complotiste, chaîne qui va soulever les populations contre l'État français, chaîne russe, parce que les Russes, attention, c'est pas des Européens, hein, ils sont méchants les Russes, ils boivent du sang les Russes, ils sont terribles. Mais l'argent russe, quand il vient financer la chaîne numéro 23, il est bon l'argent russe. Et l'argent qatari, quand il vient financer la chaîne numéro 23, il est bon l'argent qatari. Et quand tout cet argent passe par Chypre, il y a bon Chypre. Hein? Donc vous voyez ce que je veux dire, il faut toujours, avant de parler d'un sujet, ne pas se contenter d'interjections et de comme ça, de formules toutes faites et de mots valises ou d'insultes. Il faut essayer d'aller voir au fond des choses. Moi, ce que je vois, c'est que cette chaîne, elle est honnête, elle est sous le collimateur, sous les radars de l'État, du CSA, de tout le monde, etc. À la moindre incartade, cette chaîne aura des problèmes. Et chaque fois, on lui trouve des problèmes. Moi, ce que je vois, c'est que Tadei, c'est quelqu'un de libre. Moi, je me retrouve l'avocat d'RT, c'est quand même extraordinaire. Que Tadei, c'est quelqu'un de tout à fait libre et qui n'accepterait pas, Frédéric Tadei, d'être sur une chaîne qui lui dicterait ce qu'il a à faire et ce qu'il a à penser. Donc que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça, les amis. Voilà. Hein. Penses-tu qu'un candidat du peuple puisse émerger pour une 6e République? Moi, je pense tout à fait qu'un candidat du peuple puisse émerger pour une 6e, une 7e ou une 5e République, je ne sais pas. Mais c'est un scénario qui fait peur aujourd'hui, qui fait peur au pouvoir en place, parce que effectivement, aujourd'hui, peut émerger, c'est ce qu'il travaille déjà sur cette hypothèse, un Coluche, un homme issu du peuple qui va avoir du bon sens, qui n'en a rien à faire de rien, qui est libre dans sa tête et qui pourra à un moment se présenter, qui sortira au dernier moment. Et si ce monsieur ou cette dame existe, elle pourra se faire élire, mais il faudra qu'il fasse attention. Parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui doit émerger au dernier moment, surtout pas dire qu'il est candidat, parce qu'on voit si vous dites aujourd'hui que vous êtes candidat, vous allez avoir le ciel qui vous tombe sur la tête, comme le craignait Astérix et Obélix, parce que là, on va vous dire fasciste, homophobe, raciste, on va vous inventer des trucs de pédophilie, on va tout vous faire. L'oligarchie ne recule devant rien et devant personne. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, il faut le savoir. Moi j'ai décidé simplement calmement de dire la vérité comme elle est, sans en rajouter, de vous faire partager des expériences, ce que je constate, ce que je vis de l'intérieur dans ce système. La Bajon par exemple, pas mal moi je trouve. Il y a pas mal de gens comme ça, voilà. Donc quelqu'un d'indépendant, voilà, ça c'est sûr, et c'est ce qui manque aujourd'hui, l'indépendance. Oui, la République n'est pas le problème, n'est-elle pas le problème? Je sais pas, moi de toute façon, ce que je vois en tout cas comme problème, c'est pas tellement, c'est plus la démocratie que la République. Je pense que
le bon mode aujourd'hui, ce serait d'ouvrir à plus de démocratie participative. Bien sûr qu'il y ait des élus, parce que sinon, on ne peut pas demander aux gens de voter tout le temps et d'être dans l'autogestion, mais sans doute de pousser le curseur vers plus de participation, d'être moins dans la représentation et plus dans la participation. Ça, tout le monde, en tout cas, quelles que soient les idées politiques dans le peuple, tout le monde est d'accord. Voilà. Alors, Click TV, je ne connais pas, mais je tombe souvent sur Clément Viktorovitch, et je trouve super ce type. Je trouve qu'il fait des bons décryptages, bonne rhétorique, je crois que c'est son métier en plus, et qui peut aller voir derrière, effectivement, qu'est-ce qui se planque derrière les discours politiques, derrière les discours médiatiques, et il fait un bon déstructure, un bon démontage de tout ça, et je trouve ça tout à fait passionnant. Et ça, c'est vraiment l'intelligence, c'est la télé qu'on aime, mais voilà, il y a très peu des gens comme toi. Oui, je vais peut-être me dévouer, mais bon, j'ai déjà pas mal de tard. Je vais essayer de rester vivant là, ces quelques mois. Les lois écrites par le peuple et pour le peuple. L'humour, oui, elle dénonce par l'humour. L'humour est la forme la plus élaborée du désespoir, hein, comme disait, je crois, Oscar Wilde. Et aujourd'hui, je pense aussi peut-être que ce qui a manqué, je discutais avec quelqu'un hier, un copain à moi, un ancien journaliste, on reste journaliste toujours d'ailleurs, il me disait, tu vois, ce qui a manqué aux Gilets jaunes peut-être, ça m'a fait réfléchir, c'est l'humour. Et effectivement, peut-être, je crois que même si c'était dramatique, même si tout le monde a vécu des situations tendues, fatigantes, etc. J'ai mon équipe qui essaie de me perturber, mais il n'y arrivera pas. Finalement, ce qui a manqué un petit peu, c'est l'humour. Voilà. Et quand les situations sont graves, un peu désespérées, je pense que moi, on peut rire de tout. Alors que devient Antoine Peillon ? Antoine Peillon, je l'ai vu il y a peu de temps, la semaine dernière, j'ai dîné avec lui. Voilà, il va très très bien. Il y avait aussi l'ami d'Étinger avec nous, qui va très très bien aussi. Et donc, je n'en dirai pas plus, mais ces gens-là vont bien, sont des gens discrets, et tout à fait extraordinaires, moi je trouve, des gens qui ont un grand cœur et beaucoup d'intelligence, de comportement et d'intelligence tout court. Voilà. Jérôme en a de l'humour, c'est vrai, peut-être celui qui en a le plus. Un message à passer à Christophe Bordet, tu lui écriras, ou vas-y, dis-le, je lui ferai passer, ou tu me l'envoies. Oh, moi, la primaire de gauche, écolo, etc., je ne crois plus du tout en ce système de partis politiques et de démocratie dite représentative. Je pense que il faut sortir de ça, il faut sortir de droite-gauche, tout ça, c'est fini. Il y a des gens qui sont pour l'Europe de Maastricht, pour le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui, pour cette oligarchie, pour qu'elle se maintienne, etc., et les autres. Et pour moi, les lignes de partage, elles sont exactement là, les primaires, LR, tout ça, d'abord, c'est ridicule, c'est tellement loin des préoccupations des gens. Primaire de gauche, ça veut dire quoi ? Entre un parti qui fait 2% et l'autre qui fait 4%, ça n'intéresse personne et c'est bien comme ça. Oui, qui fabrique les fake news ? Alors, un mot sur le média. Bon, le média, c'est ça, je ne sais plus qui me demandait ça, Denis Robert, que j'ai eu encore hier au téléphone. Bon, Denis, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est compliqué. Hein. Moi, je lui avais dit, tu sais, s'occuper d'un média, c'est non-stop. Hein. C'est 80% de ton temps à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Hein. De l'administratif, des comptes, beaucoup s'occuper des gens aussi. Parce que les problèmes humains, c'est le plus prégnant, le plus fatigant dans une entreprise, mais ça marche aussi comme ça part de là.
Donc il va bien, mais il mesure toute l'amplitude, toute l'ampleur de sa tâche, et sans doute ce qu'il faisait avant, quand il faisait uniquement, j'allais dire, des livres et des films, c'était autre chose. Là, c'est quelque chose de plus compliqué, quoi. Voilà, la gestion d'une entreprise. Enfin, de plus chronophage, en tout cas. Alors, pas les doigts dans le nez. Moi, je ne mets pas les doigts dans le nez, hein, quand je parle. Pas du tout, pas du tout. Oui, le média, moi je trouve qu'ils font, ils font du bon boulot. Hein. La vraie gauche, oui, bon. La vraie gauche aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que c'est. La vraie droite non plus d'ailleurs. Je pense que le problème de la 5e République, elle a produit des belles choses, mais en tout cas depuis longtemps, une après Maastricht, pour moi, ça a été vraiment il y a eu déjà des problèmes avant, mais la bascule s'est opérée à ce moment-là. Il n'y a aucune différence, honnêtement, entre un député PS, un député La République En Marche, un député LR, un député LDI. Ils sont d'accord sur tout. Ils ont la même politique. Il y a des différences de vocabulaire, parce qu'il y a des traditions historiques, donc ils s'adressent à leur camp, effectivement, à droite. Vous allez avoir une attitude un peu plus martiale, l'ordre, la sécurité, à gauche, le social, etc. Mais quand vous regardez dans les faits, jamais les gouvernements de gauche n'ont autant privatisé, beaucoup plus que les gouvernements de droite. Hein. Regardez ce qu'a fait Jospin, par exemple. Peut-être avant lui, il y avait eu Balladur, hein, en 86, qui a fait à peu près la même chose. C'est quoi la gauche, c'est quoi la droite aujourd'hui ? Je ne sais plus. Il y a des traditions, il y a des pensées de gauche, ou des penseurs de droite, des intellectuels de gauche, de droite, mais dans ce grand marasme, dans ce grand maelstrom social-démocrate qui nous conduit où on en est aujourd'hui, sous l'ordre. Il faut que j'aille voir d'ailleurs le film de Costa Gavras, tout le monde m'en parle. Aujourd'hui, qui domine, évidemment, c'est une espèce on est tous d'accord là-dessus, on le voit bien, de finance mondiale avec une espèce de superstructure qui est la Commission européenne, quoi qu'on en dise, parce qu'on dit non, c'est le Conseil européen qui décide. Non, 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 non. C'est la Commission européenne qui décide, quoi qu'on en dise. Et puis ensuite, ça vient irradier complètement tous les pays membres de l'Union européenne qui ne veulent surtout pas changer de politique. Alors, quand la gauche était au pouvoir, c'était la même chose. Quand la droite était au pouvoir, c'était la même chose. Et regardez, on dit que les uns et les autres ont été empêchés. Mais c'est une immense connerie. La droite avait tous les pouvoirs. Toutes les mairies, toutes les régions, tous les conseils généraux. Il ne s'est rien passé. La gauche, la même chose. Elle avait 22 régions sur 24, ou 20 sur 22, je ne sais plus à l'époque. Il n'y a aucune inflexion. Donc la 5e République, je pense, a vécu, elle a été répandue à un moment à une période de l'histoire, de manière assez convaincante pendant un temps, et aujourd'hui, partout, surtout au niveau européen, mais même au niveau mondial, vous avez des gens qui s'informent, qui ne veulent plus de ces pseudo-démocraties dites représentatives, et donc c'est consommer les gilets jaunes. Ils ne l'ont pas semé en fait, ils l'ont exacerbé, ils l'ont mis en lumière, ils l'ont fait éclore. Maintenant, ça doit germer. Voilà. Écoutez, avec Onfray, je m'entends bien, on va peut-être faire des choses. J'aime bien Onfray, moi, depuis longtemps. Quelqu'un qui a toujours été indépendant, qui a une pensée construite, qui n'a pas peur d'être à contre-courant. Voilà. Quelqu'un disait, c'est quoi l'indépendance ? L'indépendance, c'est ça. C'est de ne pas penser en se disant que va penser le système, où je me positionne, etc. Ça, il faut le laisser aux politiciens. Et je pense qu'un vrai intellectuel, un vrai philosophe,
doit justement se débarrasser de ses scories et penser par lui-même. Essayer de penser plus en profondeur. Voilà. J'ai lu, tiens, après on va se quitter parce que j'ai quand même pas mal de boulot. J'ai lu le bouquin je l'avais acheté quand c'était sorti, de Houellebecq, pardon, Soumission. Alors, il faut vraiment le lire, ce bouquin, Soumission. Houellebecq, toujours témoin extraordinaire de son temps, avec toujours ce petit décalage que j'aime bien, cette petite ironie, parce que les gens qui l'ont pas lu vont dire ah c'est contre l'islam et tout. Non 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 non, c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus intelligent. Ceux qui l'ont pas lu, je vous dis pas quelle est un peu la thèse centrale du bouquin, mais c'est comme toujours chez Houellebecq, quelqu'un qui arrive à saisir en vous faisant sourire, en vous faisant vous interroger aussi, qui arrive à saisir complètement l'essence de notre époque et je trouve que c'est vraiment superbe. Voilà. Et il faut que j'aille voir le film de Costa Gavras. Voilà. Alors après, j'ai essayé, moi, vous avez vu, d'aller dans les vrais médias. J'étais souvent, les médias, pardon, pas les vrais, parce que je vois les vrais, mais dans les médias mainstream. Bon, j'étais invité partout. J'ai assez vite arrêté, parce que je ne voulais pas me transformer en phénomène de foi. Alors, je ferais un tabac, hein, comme disait l'autre sur les chaînes d'infos, c'est sûr. Ça ferait du sport, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai fait un pari inverse. C'est celui de parler directement aux gens. Je ne sais pas si ce pari, je pense qu'il est en passe d'être atteint. Parler directement aux Françaises, aux Français sans filtre, pardon, et d'aller un peu sur les chaînes alternatives, parce qu'on a le temps de parler, on a le temps de dérouler. Ce sont des gens qui s'informent autrement. Moi, j'ai plus envie de participer à ce grand cirque médiatique. Voilà. Pro, il m'avait invité 3-4 fois, j'y allais régulièrement, et voilà, un jour je lui ai dit d'arrêter, que j'arrêtais. J'en parle un petit peu dans mon bouquin à sortir. Voilà. Les mains en avant, mais qu'est-ce qu'elle dit, Visantin? Les mains en avant, les bras croisés, c'est pas bien. Bon, voilà, encore 2-3 questions. Là, pour dire loin, au Havre, pas de fréquence. Alors, on est aujourd'hui encore sur la modulation de fréquence, la FM. Bien sûr, il y a les applis, il y a Internet, etc. Mais il y a un nouveau système qui est en train de se déployer et qui va se déployer progressivement. Et ça va même un peu plus vite que le calendrier prévu jusqu'en 2023, qui s'appelle le DAB+, qui s'appelait anciennement RNT, Radio Numérique Terrestre. C'est le pendant pour la radio de ce qu'était la TNT, en fait, de ce qu'est la TNT. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un nouveau mode d'émission et de diffusion basé sur le numérique. Et là, on a tout obtenu de la part du CSA. Et donc, progressivement, on obtient une couverture. Ça va être la nouvelle norme pour les radios. Et donc, on va avoir assez vite, entre aujourd'hui et donc 2020, 2019, d'ici 4 ans, 100%, à peu près, ou un peu moins, mais pas loin, du territoire, en tout cas des auditeurs couverts, voilà, des Français. Donc, progressivement, on refait notre retard, hein, puisque je ne vais pas rentrer dans l'histoire tumultueuse de Sud Radio, mais grâce à la RNT, à nouveau maintenant, enfin nouvellement baptisée DAB+, tout le monde va avoir accès à Sud Radio aux 4 coins de France avec une meilleure réception des données associées, etc. Voilà. Salut Jean-Claude Fauville, salut Aurène Giraud. Pourquoi il manquait un peu d'humour? Non, mais je disais peut-être... c'est quelqu'un qui me disait ça hier. Un peu d'humour, les gens ont tellement souffert, tellement... Ça a été dur, et encore samedi, qu'à un moment... oui, peut-être qu'on aurait dû, je sais pas moi, transcender tout ça et prendre les choses un peu plus à la légère, quoi. Voilà.
Je sais pas. Peut-être c'est ce qui a un petit peu manqué, mais de toute façon, ce qui s'est passé a été important. Et même si sous cette forme-là, ça s'arrête, moi j'ai incité les gens à ne plus aller dans les actes avant le 5 décembre, parce que là, c'est du baltrap, hein, donc ça sert à rien de se faire dicter un lieu, un parcours, que vous déclariez ou que vous ne le déclariez pas, vous êtes pris dans une nasse, tiré dessus, c'est les jeux du cirque, donc c'est pas très intéressant hein, d'être face à des hommes en noir et de se faire défoncer la tête. Bon, je crois pas que ce soit le but, hein, voilà. Oui, l'insoutenable légèreté de l'être, soyons kundéristes ou ne soyons pas. Voilà, bah écoutez les amis, chacun va se remettre à son boulot pour ceux qui en ont, les autres vont pouvoir se plonger à nouveau dans leur lecture, dans leurs cookies ou dans leurs pâtes brisées ou feuilletées. Moi j'ai quand même pas mal de travail qui m'attend, il faut falloir que j'y aille. Alors que pensez-vous du média Vécu ? Vécu. Alors Vécu, bah, je les connais bien, je connais bien Gabin, etc. Je pense que ce formidable mouvement populaire là, qui s'exprime depuis un an, ça a fait naître des vocations. Et quelque part, je vais être un peu dur, mais si les journalistes avaient correctement fait leur boulot, les lives n'auraient pas existé. Ce serait resté un truc marginal. Mais quand vous avez personne sur le terrain, je le disais, RT, enfin moi je comprends pas. J'ai commencé en 88, 89, j'avais une petite machine à écrire, j'avais payé 100 francs à l'époque, bon, avec les iPhones, etc. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas des gamins, des jeunes, qui viennent se faire les dents, qui viennent apprendre leur métier, qui par empathie ou par simple curiosité, ne soient pas sur le terrain, quoi. Je veux dire, au moins un samedi dans l'année, ou 2 samedis, c'est quoi ? Comprendre un petit peu, voir qui sont ces gens. Est-ce que c'est vraiment des racistes, des antisémites ? Est-ce que ce sont des gens qui cassent tout ? Voilà, simplement en tant que journaliste, si ce boulot avait été fait, il n'aurait pas émergé des médias indépendants. Et je dirais plus loin, et même mieux, si les journalistes faisaient correctement leur job en France, il n'y aurait pas de lanceurs d'alerte. On me dit les lanceurs d'alerte, etc. Mais oui, mais les lanceurs d'alerte, normalement, c'est le boulot du journaliste. Et c'est pour ça que je fais bien la différence entre le journalisme dit d'investigation, qui est à la remorque des affaires judiciaires, et le journalisme d'initiative, qui doit penser un sujet, qui doit réfléchir en disant, ben voilà, il y a telle problématique, mettons écologique, on va regarder un peu comment se comporte l'industrie, comment se comporte l'agriculture, comment se comportent les villes, etc. C'est ça le boulot du journaliste. C'est pas après faire le buzz, convoquer des gens, être là dans une position de moraliste, de procureur ou de flic. C'est simplement d'aller au fond des choses et dire bah, comment ça marche. Et quand on ne sait pas, c'est justement essayer de comprendre comment ça marche. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec l'émergence de Vécu, de Civicio, des tas de gens, de Christelle aussi, plein de gens que j'ai rencontrés qui n'avaient jamais fait ça, pour la plupart, et qui se sont pris au jeu, ou qui ont été émus, qui ont été intéressés, qui ont été touchés, et qui ont essayé de comprendre et de transmettre ce qui se passait sur le terrain. Ben moi, je préfère ces gens-là aux types qui s'assoient sur un plateau et qui vous disent voilà comment il faut penser le monde et comment il faut penser, qu'est-ce qu'il faut penser sur ça, qu'est-ce qu'il faut penser sur ça. C'est aussi simple que cela, voilà. Eh bien écoutez, je vais essayer de rester, oui, Rémi Buzine, comme je suis. Merci pour les compliments. Moi je pense que voilà, il faut aller sur le terrain. Le terrain n'est pas tout, parce qu'après il faut évidemment le mettre en perspective, le décrypter, le comparer. Voilà.
Oui, il faut que je lance un appel en direct, effectivement, sur les plaques d'immatriculation. Ça, c'est intéressant parce que j'ai été choqué, moi, de voir des petites voitures, Saxo, Clio, et des vieux scouts 125 avec des anciennes plaques encore renversées, brûlées, cramées, etc. Bon. Je me suis dit, tiens, les gens qui s'en prennent à ce qui ne sont pas des black blocs, hein, faut arrêter avec les black blocs. Les jeunes gens que j'ai vus qui cassaient tout sur leur passage de 9h du matin, 10h du matin, qui se mettaient à 10 pour casser un abribus parce qu'ils n'y arrivaient pas, ou qui cramaient des scouts. Je ne sais pas où est la révolution, en quoi ils soutiennent le peuple, en quoi ils ont une conscience humaine, écologique, solidaire. J'ai cramé ton scooter, je suis solidaire. Pas moi, hein, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, si on pouvait avoir les plaques, ce serait intéressant de voir pourquoi ces véhicules. Moi, je sais pas, même si je ne suis pas très intelligent, le type qui est assez intelligent pour conduire un scooter, quand il voit que la Place d'Italie va être le théâtre parce qu'on pouvait quand même imaginer d'affrontements, ou qui laisse sa bécane à 10h qu'il n'enlève pas, et que les motos, les scooters brûlent, je me dis, c'est quand même, ça mérite, peut-être qu'il n'y a rien, mais ça mérite d'essayer d'avoir une photo. Là, moi je vais regarder aussi mes images, j'ai pas encore eu le temps, là-dessus en tout cas, les plaques d'immatriculation, pour voir, faire une petite enquête à qui appartiennent ces véhicules. Peut-être que c'est des véhicules que les cartes grises sont bloquées, peut-être qu'ils ont été mis là à dessein, peut-être que non, mais moi je pose des questions, et donc si vous avez des images et que vous avez des plaques, ensuite on ira non, jamais d'infidélité à Christelle, voilà, j'aime beaucoup Christelle. Je suis beau, merci Byzantin, merci. Bon, allez les amis, je vais m'y remettre. Alors oui, bon, moi, je dirais rien sur Manu. Après, un petit mot encore sur les forces de l'ordre. Je vous dis, moi, je rencontre beaucoup. Hein. J'étais au RAID, j'étais des flics de terrain, des syndicalistes. Je suis un peu curieux, vous savez, chaque fois que je vois quelqu'un, je profite pour lui parler. Je parle aux gendarmes, je parle au CRS, quand ils veulent bien me parler, je parle un peu à tout le monde. Les gens sont pas cons, hein. Vous savez, les policiers, un policier de terrain qui a 1400 balles par mois, qui se fait défoncer la tête tous les samedis, qui a peur, parce que moi j'ai vu des jeunes gars et des jeunes filles qui avaient la trouille, hein, qui étaient là, derrière leur bouclier, on les met. Bien sûr, il y a des policiers violents, bien sûr, il y a des policiers qui ont des idées extrêmes, personne, c'est pas moi qui veux le nier, hein, avec tout ce que j'ai. Mais je crois que la grande masse des policiers, ils sont comme les gilets jaunes, comme d'autres manifestants avant, eux, hein, mis un peu comme ça, comme de la chair à canon. Alors bien sûr, certains perdent leurs nerfs, certains se lâchent, certains disent des saloperies ou font des tirs de LBD, et ça suffirait à être dans l'émotion absolue, parce que moi j'ai vu des gens, j'étais avec Jérôme, je ne vais pas revenir sur le sujet, quand il est arrivé ce qui lui est arrivé, j'étais à côté du type, hasard de la vie ou pas, à l'Assemblée nationale. Quand j'ai vu exploser le truc, j'ai vu sa main, j'ai encore complètement déchiqueté, j'ai encore cette image au plus profond de moi, indélébile. Évidemment, je ne peux pas supporter ça. Mais je sais que la grande masse des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes, ils sont dans un processus au bout du rouleau. Ce sont des êtres humains. Quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils bossent comme des malades, ils ont les traites à payer. C'est des citoyens comme nous tous. Et moi, je ne suis pas anti-flic primaire, jamais je le saurai. Je déplore cette utilisation des forces de l'ordre. Bien sûr, il y a eu des gens qui étaient très excités, etc. Je déplore que l'IGPN, la police qui juge la police, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est du conflit d'intérêts à tous les étages. Mais j'espère qu'un jour,
On verra le 5, peut-être qu'ils baisseront les armes, peut-être qu'ils en ont tellement marre, parce que chaque fois on leur dit on va vous payer les heures supplémentaires, tenez bon, on donne des médailles aux plus fous d'ailleurs, pour qu'ils restent comme ça. Aujourd'hui, il faut voir que l'exécutif ne tient que par la répression et par les forces de l'ordre, quoi. Et donc, j'ai encore espoir que ça fonctionne et que, comme je l'ai dit, les gens regardent un peu dans leur cœur, dans leur portefeuille aussi, et au fond de leur esprit. Et ça serait un jour historique, en disant, écoutez, nous, on n'est plus d'accord, on n'est pas rentré dans la police pour taper sur des manifestants tous les samedis. Et donc, voilà, on baisse le bouclier, on se met autour d'une table, voilà. Alors oui, après, oui, s'il tire un jour à balles réelles, j'aurai sans doute un autre discours. J'espère que ça n'arrivera pas. Pour l'instant, je suis honnête. J'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Je ne suis pas naïf, je suis pas un idiot, je pense, je ne suis pas naïf. Mais je me dis, il y a encore un petit espoir que ça fonctionne et que cette jonction se fasse et que cette prise de conscience soit suffisante. Vous savez, il suffit de rien, des fois. Il suffit de rien. Et ça peut-être... voilà. On verra. Après, effectivement, s'il nous tire dessus à balles réelles, on sera... Et ça peut finir comme ça, malheureusement. Ça peut finir comme ça. Ça sera tout à fait autre chose. En tout cas, moi, je vous le dis, n'allez pas faire les héros dans les manifs aujourd'hui. La sécurité n'est plus assurée. Les gilets jaunes sont apeurés. Il y a des types en noir qui ne sont pas des black blocs. On ne sait pas bien qui sont ces gens. Moi, je commence à avoir quelques idées, quelques documents. Mais jouer les héros pour perdre un œil, une main et voir sa vie brisée, pour l'instant, c'est pas le rapport de force est un peu disproportionné. Voilà les amis, bon, j'essaie de voir les propositions de tout le monde. Je ne peux pas malheureusement répondre à tout le monde. J'ai énormément de messages, de mails, vous le savez, je fais ce que je peux. Voilà. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à partager. Allez regarder, on se parlera, Philomène, allez regarder sur Internet cette histoire de passe culture, PA2S et plus loin culture, et cette oligarchie qui est toujours là, qui n'a ni foi ni loi, et on retrouve toujours les mêmes personnes, après le scandale Big Malion, le scandale France Télévisions, le scandale numéro 23, Veil, Grailly, maintenant Passe Culture, toujours ces quelques personnes qui font corps, malgré les commissions d'enquête, malgré la justice, malgré le parquet, le PNF, malgré les enquêtes judiciaires, administratives, etc. Ça continue. L'allemand, j'en pense quoi? Voilà ce que j'en pense. Je préfère ne rien en dire. Je dis déjà que la France, c'était pas un camp et que mon seul camp, moi, c'est la France. Et qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone ni de troisième zone. Il n'y a que des Français. Voilà les amis, allez, cette fois, il faut vraiment que je m'y remette. Passez une bonne journée. Restez concentrés, restez pacifiques. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que la vérité, comme les faits sont têtus, elle finit par sortir. Mais c'est quand? C'est ça le problème. Toute vérité sort. Voilà. Salut, bonne fin de journée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Vendredi, si vous n'avez rien de mieux à faire, on joue avec mon petit groupe à Bastille, c'est 12 bis rue Froment, comme le froment de la farine, 12 bis rue Froment, Studio Campus, vendredi 22 novembre à 19h30, 20h.
avec mon groupe, on reprend les Floyd. Et donc c'est 5 euros, ça vous donnera une boisson. Et voilà, ça sera bien sympa. Et bah, si vous êtes là, ça me fera plaisir de vous recevoir et de vous voir. Voilà, je vous embrasse tous. Salut les amis. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Sayonara. Goodbye.